Bonsoir à tous. Ce soir, cette collection est consacrée à l'écrivain d'un seul livre, d'un seul roman. Mais quel roman? Le Grand Maulne, puisqu'il s'agit d'Alain Fournier. Le Grand Maulne a bien sûr été lu par des générations de jeunes. Il est passé entre des millions de mains et il a été traduit dans toutes les langues. Recalé de peu au Goncourt, Alain Fournier se serait écrié « Je ne veux ni prix ni argent, je voudrais que le Grand Maulne fût lu ». Il est peu de dire qu'il fut exaucé. Avec une question pourtant, l'auteur d'un seul livre, fût-il majeur, a-t-il sa place dans une pareille collection? Je crois que la réponse est oui, oui sans conteste, notamment parce qu'Alain Fournier a entretenu une superbe correspondance avec son ami de toujours, l'écrivain Jacques Rivière. Une correspondance qui nous donne à voir le monde littéraire et le monde tout court du début de ce siècle. Voici donc ce voyage en compagnie d'Alain Fournier, mort au combat en 1914 près de Verdun. Il avait 27 ans. Ce portrait est signé Jacques Tréfouël et Alain Rivière. C'est le 28e volume de cette collection. Deux heures de l'après-midi, lycée, seul dans l'étude. C'est une journée de février très douce, parmi les arbres nus et les massifs noirs. Ce matin, il a plu doucement de la pluie tiède. C'est un dimanche de banlieue. Des coqs chantent par la fenêtre. En descendant des chambres par l'escalier, j'ai vu derrière un mur un château, comme un décor descendu du ciel. Une allée de sable, une grille, un coin de parc avec de la mousse au pied des arbres, plus loin le perron, les ardoises mouillées du toit. Et dans mon cœur, l'après-midi qui va se passer là et ailleurs. Oh, ces grands désirs qui s'écrasent contre une fenêtre. Et comme j'en ai vécu des années dans les lycées. Le hasard des changements, une décision d'inspecteur ou de préfet nous avait conduits là. Vers la fin des vacances, il y a bien longtemps, une voiture de paysans qui précédait notre ménage nous avait déposé ma mère et moi devant la petite grille rouillée. Des gamins qui volaient des pêches dans le jardin s'étaient enfuis silencieusement par les trous de la haie. Ma mère, que nous appelions Milly et qui était bien la ménagère la plus méthodique que j'ai jamais connue, était rentrée aussitôt dans les pièces remplies de paille poussiéreuse. Et tout de suite, elle avait constaté avec désespoir, comme à chaque déplacement, que nos meubles ne tiendraient jamais dans une maison si mal construite. Quant à moi, coiffé d'un grand chapeau de paille à ruban, j'étais resté là, sur le gravier de cette cour étrangère, à attendre, à fureter petitement autour du puits et sous le hangar. Dans la petite école communale d'Épineuil-le-Fleuriel, Henri Fournier, qui prendra quelques années plus tard, lorsqu'il commencera à être publié, le pseudonyme d'Alain Fournier, fait ses études primaires dans la classe de son père, où sa sœur, la petite Isabelle, le suit 3 ans après. C'est Jacques Rivière, son ami et qui deviendra son beau-frère, qui a le mieux parlé de Fournier et de ce que représentait pour lui ce pays où il était né et dont son cœur, disait-il, était fait tout entier. Nous avions de grandes conversations. Il me parlait de son pays avec une sorte de passion. Il était né le 3 octobre 1886 à la Chapelle d'Angilon, un petit chef-lieu de canton du Cher, à une trentaine de kilomètres au nord de Bourges, sur les confins de la Sologne et du Sancerrois, en plein centre de la France.
Mais c'est surtout d'Épineuil-le-Fleuriel, un plus petit village encore, situé à l'autre extrémité du département, entre Saint-Amand et Montluçon, où ses parents avaient été longtemps instituteurs et où il avait passé toute sa première enfance, qu'il me faisait des descriptions enthousiastes et presque amoureuses. Je reconstituais sa vie de petit paysan dans cette campagne sans pittoresque, lente, pure et copieuse, et je me rendais compte de ce qu'avait été cette enfance alimentée par la précieuse ignorance de tout autre paysage au monde que celui qu'on pouvait découvrir des fenêtres de l'école. Pourtant, curieux de tout, avide de lecture, Henri et sa sœur se réfugient dans les greniers de l'école pour y dévorer les caisses de livres que leurs parents reçoivent chaque année pour la distribution des prix. De même, les projets d'aventure que son père forme régulièrement de s'installer pour une vie nouvelle dans des contrées lointaines, au Canada, au Soudan, en Algérie, voire en Chine, enfièvrent l'imagination du jeune garçon. Comme il était naturel, dans ce plein milieu des terres, devant son horizon immobile, il s'était particulièrement épris de l'océan, au point qu'il avait décidé, vers 13 ans, de se faire officier de marine. Après un séjour à Paris, au lycée Voltaire, il avait été à Brest pour préparer l'examen du bateau-école Le Borda. Mais malgré les succès qu'il avait remportés en mathématiques, il ne s'était pas senti dans sa voie. Et comme par surcroît le milieu lui déplaisait, au bout d'un an, laissant le cœur gros, échapper comme un infidèle oiseau son premier rêve d'aventure, il était rentré dans son pays. La nostalgie de ce premier rêve d'aventure lui était longtemps restée. Et de ce désir d'un ailleurs, Henri Fournier fera l'un des thèmes permanents de son œuvre. À 2 ou 3 reprises durant le mois de janvier et la première quinzaine de février, je fus tiré de mon sommeil. Le grand Maulne était là, dressé, tout équipé, sa pèlerine sur le dos, prêt à partir. Et chaque fois au bord de ce pays mystérieux où une fois déjà il s'était évadé, il s'arrêtait, hésitait. Henri Fournier et Jacques Rivière sont entrés au lycée La Canale de Sceaux en octobre 1903 pour y préparer le concours d'entrée à l'école normale supérieure. Ils avaient tous les deux 17 ans. Une immense amitié naquit bientôt entre les deux garçons, qui ne fut brisée que par la mort. C'est à La Canale qu'ils découvrent les premiers poètes symbolistes. Dès la rentrée de janvier, délaissant les occupations dites sérieuses et la préparation de l'école, nous achetâmes les œuvres de Henri de Régnier, de Maeterlinck, de Vielle-Griffin, et nous les dévorâmes. Fournier demandait à la poésie une certaine traduction en langage clair et insaisissable de la plus humble réalité. C'est pourquoi Francis Jammes, que nous avions découvert dans l'Angélus de l'Aube, l'avait du premier coup enchanté. Toute la campagne, non pas celle qu'on visite, mais celle où Fournier était né, revivait dans ses lignes un peu tremblantes, privées de toute architecture interne,
que Jeanne traçait les unes au-dessous des autres d'une main paisible et maladroite, exprès. Ce fut appuyé sur Jeanne qu'il commença à se révolter contre l'intelligence, c'est-à-dire contre la culture des idées, contre l'effort pour définir, contre le jugement qui exclut. La musique, à son tour, vient bouleverser le cœur des deux jeunes gens en les introduisant dans un monde qu'ils n'avaient sans doute encore jamais imaginé. Péléas et Mélisande de Claude Debussy, créé en 1904 à l'Opéra-Comique, alimenta longtemps leurs conversations et leurs rêves. On ne sait peut-être pas assez ce que fut Péléas pour la jeunesse qu'il accueillit à sa naissance, pour ceux qui avaient 16 à 20 ans quand il parut. Un monde merveilleux, un très cher paradis où nous nous échappions de nos difficultés. Toute la semaine, au lycée, nous l'attendions, nous parlions de lui. Et le dimanche venu, car nous ne pouvions l'entendre qu'au matinée, de nouveau cette musique, de nouveau ce pays sonore où s'enfonçaient les trois dimensions mystérieuses de ce royaume ravissant. Nous nous y évadions, connaissant la porte secrète, et le monde ne nous était plus rien. Je ne voudrais pas être de ceux qui, bientôt, l'entendront avec seulement de l'admiration. Jacques Rivière quitte la Canale au mois de juillet 1905, ayant obtenu une bourse de licence à Bordeaux. Fournier était allé passer ses vacances en Angleterre, puis était rentré au lycée pour une 3e année de Cagnes. Nous restâmes séparés pendant 2 ans. Mais de cette séparation naquit une énorme correspondance qui me permet de suivre aujourd'hui, rétrospectivement, le développement de mon ami pendant cette période. J'aime et j'admire beaucoup les traits distinctifs des Anglais. Réserve, correction, sobriété de parole et de tenue, vie intérieure. J'ai la joie de me trouver anglais en quelques points. Mais surtout, il vit dans le souvenir ineffaçable d'une rencontre qu'il a faite à Paris, sur les bords de la Seine, un mois avant son départ pour Londres. Le fait est simplement qu'il rencontra un jour dans Paris, au cours la Reine, une jeune fille merveilleusement belle, qu'il suivit, dont il découvrit par 1000 ruses le nom et l'adresse, qu'il retrouva, et bien qu'elle eût l'air extrêmement réservée, aborda. « Vous êtes belle », dit-il simplement. Le miracle est qu'il obtint d'elle quelques mots de réponse qui purent lui donner à croire qu'il n'était pas dédaigné, et il sentit que l'étrange apparition devait faire un effort sur elle-même pour briser l'entretien et lui dire « Nous sommes 2 enfants, nous avons fait une folie, il faut nous séparer. » Maulne resta un moment interdit, la regardant partir. Alors la jeune fille, dans le lointain, au moment de le perdre à nouveau dans la foule, s'arrêta et, se tournant vers lui, pour la première fois le regarda longuement. Peut-être avait-elle quelque chose encore à lui dire. Des années passèrent sur cette rencontre, sans effacer l'impression que Fournier en avait reçue. Au contraire, elle alla en s'approfondissant. La jeune fille avait quitté Paris. Fournier eut beaucoup de peine à retrouver sa trace, et quand il y parvint, longtemps plus tard, ce fut pour apprendre avec un immense désespoir qu'elle était mariée. Chère madame, je viens de rentrer à Paris. Je ne vous ai pas envoyé, puisque vous me l'avez fait défendre, une longue lettre que j'avais écrite en réponse à votre lettre du 15 septembre. Je suis affreusement triste et découragé. Voulez-vous embrasser tendrement pour moi vos 2 charmants bébés et croire à mon amitié très respectueuse. Henri-Alain Fournier. Cette rencontre éphémère et pourtant capitale deviendra l'élément fondateur de l'écriture du Grand Maulne. Henri choisit de l'évoquer pendant son séjour à Londres, d'abord sous la forme d'un poème intitulé « À travers les étés » et dédié à une jeune fille, à une maison, à Francis Jammes. Attendu à travers les étés qui s'ennuient dans les cours en silence et qui pleurent d'ennui.
Sous le soleil ancien de mes après-midi lourds de silence, solitaire et rêveur d'amour sous des glycines à l'ombre, dans la cour de quelques maisons calmes et perdues sous les branches, à travers mes lointains, mes enfantins étés, ceux qui rêvaient d'amour et qui pleuraient d'enfance. Vous êtes venus, une après-midi chaude, dans les avenues, sous une ombrelle blanche, avec un air étonné, sérieux, un peu penché, comme mon enfance. Vous êtes venus sous une ombrelle blanche. C'est un peu indécis comme tendance. On est surpris de trouver sous cette forme poétique très ample qui est la tienne, une sensibilité très Francis Jammes. Fournier tiendra compte de l'observation et s'efforcera de trouver ce qu'il appellera plus tard, dans une lettre à sa sœur, son chemin de Damas, c'est-à-dire le style personnel, unique, du seul roman qu'il écrira jamais, Le Grand Maulne. Auparavant, il s'exerce à écrire en prose des contes et des nouvelles, qu'il publiera dans diverses revues littéraires sous le pseudonyme d'Alain Fournier, et qui seront réunies à la NRF par Jacques Rivière en 1924, sous le titre Miracle. Je lui reproche son excès de sensibilité, que j'appelle sans ménagement de la sensiblerie. Il se gendarme, comme si je voulais tarir une source en lui. Réponse immédiate et cinglante de Fournier. Tout ça, c'est une affaire de mots. C'est de la sensiblerie quand c'est raté. C'est de l'art et de la douleur et de la vie quand c'est réussi. Tu as raison, la sensiblerie, c'est du raté. N'empêche que tout ce qui est raté n'est pas sensiblerie. Il faut te garder de raté pour éviter d'être pleurnichard. J'ai toujours désiré quelque chose qui touche, dans le sens de toucher à l'épaule, qui arrête et qui évoque. Je suis froissé par sa tendance à tout transfigurer. Je ne sais pas encore y reconnaître ce don prodigieux qui est en train de lui venir, de rendre à chaque objet sa dose latente de merveille. Je ne crois qu'à la poésie. De retour à Paris, leur complicité se transforme à l'image de leur longue déambulation dans la capitale, lorsque, lycéens à la Canale, ils parcouraient ensemble le dimanche tout ce qu'ils pouvaient découvrir ici ou là de livres, d'expositions, de concerts, échangeant, discutant, s'enthousiasmant, persiflant aussi. 15 décembre 1906. Invité plusieurs fois à assister à la réunion des collaborateurs et amis de la revue Vers et Prose, après le dîner, au café des Deux Magots en face de Saint-Germain-des-Prés. J'y suis allé seul mardi vers 11h. Au premier, une salle occupée par les gens de Vers et Prose, des hommes respectables, des femmes d'âge parsemées de grues et de bohèmes. Paul Fort, près de la porte, recevait. Moréas était au centre, gonflé, gâteux, impuissant, se faisant encenser aux dépens de la Forgue. J'ai écouté un moment, en haussant les épaules, et puis comme la colère me gagnait, et comme j'avais bu du thé, j'ai pris une chaise et je me suis mis à gueuler. Tu as eu raison d'aller à Vers et Prose. Tu as eu raison de défendre la Forgue et de fustiger Moréas, ce veau. Cela fait du bien de s'habituer à la stupidité des gens qu'on avait cru bien au-dessus de soi. Puis vint Claudel. Après un premier abord difficile, Henri et Jacques s'enflamment pour l'auteur de Tête d'or. Je repasse dans Tête d'or comme dans un monde et dans une vie que j'aime, comme si je l'avais déjà vécu. J'ai eu tort de dire que Claudel ne serait pas mon maître. J'ai relu La jeune fille Violaine en une soirée, sur le bureau de l'école où je t'écris maintenant. Je ne laissais pas passer un verset que je ne l'ai compris. Je lisais à haute voix, je prenais les attitudes lorsque c'était plus difficile, et je comprenais tout. Puis ils découvrirent ensemble, mais différemment, André Gide. J'aime Gide et j'adore certains passages de ses impressions de départ ou de campagne. Mais ce sensualisme qui est une fin et pas un moyen comme le mien d'appeler les choses de la vie m'a fatigué. Je retrouve avec ma répugnance ancienne ce besoin barésien de s'apprêter devant la vie, de cultiver ses désirs, de préparer ses amours. Je le retrouve justement ici, au début de ce livre, qui n'est qu'un éparpillement de force et d'amour. Oui, il y a un après, une attitude prise, mais cette attitude est de tout accueillir, d'étendre le plus possible les bras pour étreindre le plus possible. Voilà ce que j'avais à te dire sur André Gide.
Voilà pourquoi je l'aime. Mais en définitive, quels que soient ses enthousiasmes esthétiques et littéraires, c'est toujours à ses paysages que Fournier revient. J'ai toujours très volontiers sacrifié la Forgue et Jam et Verhaeren à un tour par Neuvy de Clocher et Prély le Chétif. Je m'habituais à m'enfoncer dans cette vie des paysans de France, à nier que le monde existât au-delà, à me perdre dans cette vie des bourgs de France, où j'ai ma chair et mon sang. Mes chers parents, tout cela, voyez-vous, tout notre bonheur, tout ce que nous sentons de doux ou de pénible, nous avons appris à le sentir, à le connaître dans la cour où, mélancoliques les jeudis, nous n'entendions que les cris des coqs dans le bourg. Et dans la classe où entrait avec les branches de pommier quand papa faisait étude les soirs, tout le soleil doux et tiède de 5 heures, toute la bonne odeur de la terre bêchée. Tout cela, voyez-vous, pour moi, c'est le monde entier. Mon credo en art et en littérature, l'enfance. Arriver à la rendre sans aucune puérilité, avec sa profondeur qui touche les mystères. Mon livre futur sera peut-être un perpétuel va-et-vient du rêve à la réalité. Rêve entendu comme l'immense et imprécise vie enfantine planant au-dessus de l'autre et sans cesse mise en rumeur par les échos de l'autre. Ce livre futur, Henri Fournier ne cesse d'y penser. De même que le souvenir de la jeune fille entrevue ne cesse de le hanter depuis la rencontre du cours La Reine. Ainsi, dans le livre, Augustin Moulne vient-il souvent guetter sous les fenêtres d'Yvonne de Galais. Assis sur le banc, grelottant, misérable, je me plais à imaginer que quelqu'un va me prendre doucement par le bras. Je me retournerai. Ce serait elle. Je me suis un peu attardé, dirait-elle. Et toute peine et toute démence s'évanouissent. Fournier commence son service militaire le 2 octobre 1907 au 23e régiment de dragons cantonné à Vincennes. Il supporte difficilement la rigueur de cette vie de cavalier et obtient, grâce à des appuis, d'être versé dans l'infanterie. Un mois plus tard, il intègre le 104e régiment d'infanterie à la caserne de la Tour-Maubourg. Très vite, il est inscrit comme élève officier de réserve et fera son stage à Laval, d'octobre 1908 à mars 1909. Mes chers parents, cela pourrait être beau, cet abaissement forcé vers la misère, cette égalité parfaite, cette fraternité, cette confusion. Cela pourrait être très beau si l'on avait conscience de la nécessité qu'il y a à être ainsi mis en troupeau. Mais tout le monde ne pense qu'à partir. Aucun ne songe même, comme le disait hier le commandant, qu'on est là pour acquérir les moyens et la volonté de foutre l'ennemi cul par-dessus tête. Promu sous-lieutenant, Henri est affecté en avril 1909 au 88e régiment d'infanterie, cantonné à Mirande, dans le Gers. Il y passe les 6 derniers mois de sa vie militaire. À Mirande, il y reviendra à 3 reprises. 2 fois pour une période militaire de 28 jours, en 1911 et en 1913, et enfin pour y rejoindre son régiment d'incorporation à la mobilisation de 1914. Mirande me paraît marquer un moment important du développement de Fournier. Le moment, comment le définir, où sa nostalgie déborde. À Mirande, malgré les dures manœuvres, le jeune officier bénéficie d'avantages nouveaux. Il dispose d'une ordonnance
et loge en ville, au premier étage d'une petite maison, que l'on appelle la maison Hidalgo, située dans les faubourgs, route de Tarbes. Tout au long des longues marches et des manœuvres épuisantes, Fournier ne manque jamais d'envoyer à ses parents, à Isabelle ou à Jacques, des cartes postales des différents lieux où il cantonne. Les manœuvres sont très dures. Les 3/4 du temps, départ à 3 heures et arrivée dans les cantonnements à 7 heures du soir. J'ai grande hâte que tout soit fini. Encore 2 jours de manœuvre ici. Nous rentrons à Mirande le 21 au matin. Baisers à tous. Seul sur la route de Saramon où nous couchons ce soir. Par le dernier beau matin de septembre, avec très loin les Pyrénées à ma gauche, je vous envoie mon plus affectueux à bientôt. Demain nous serons à Mirande, où j'attendrai avec impatience des nouvelles de ce que font Jacques et Isabelle. Jacques et Isabelle, justement. Ils s'étaient rencontrés lors du séjour de Jacques à la chapelle d'Angilon, pendant l'été 1907. Ils se retrouvent à Paris, se fiancent discrètement et se marient à Saint-Germain-des-Prés, le 24 août 1909. Sans doute, moi, je ne connaîtrai jamais cette stupeur, cet apaisement, ce sommeil dans la maison du bonheur. Il y a en moi trop d'orgueil et d'insatisfaction que rien ne peut réduire. Fournier est libéré le 25 septembre 1909. De retour dans la vie civile, Henri retrouve la vacance d'une vie sans emploi et sans but. Il est à nouveau à la charge de ses parents. Se retrouver jeté dans la vie sans savoir s'y tourner ni s'y placer. Avoir chaque soir le sentiment plus net que cela va être tout de suite fini. Ne pouvoir plus rien faire et ne plus savoir comment vivre. Il y a ici quelque chose d'infiniment subtil que peut-être je ne réussirai pas à faire comprendre. Henri a 23 ans. Il n'a pas su encore se faire une situation. Il sent très bien jusque dans ses mains une sorte de maladresse à forcer la vie. Il se sent pris à la fois de désespoir et d'audace. Au lieu de rien résigner, il demande tout. Cela ne va pas sans larmes et sans abattement. Au début de l'année 1910, la famille Fournier quitte les pièces un peu sombres du petit appartement du 24 de la rue Dauphine pour s'installer 2 rue Cassini, près des jardins de l'Observatoire. Ils emménagent le 26 mars 1910. C'est dans ce coin provincial de la rue Cassini, dans ces pièces toutes sages qu'il laissera longtemps baigner de sa lumière, parmi beaucoup de peines secrètes, de doux flocons de joie, et bientôt de grands drames silencieux, qu'il vivra les 4 dernières années de son passage en ce monde. C'est là que pendant toute la guerre, ardemment, sombrement, désespérément, on refusera de croire à sa mort. Isabelle Rivière, image d'Alain Fournier. Après divers essais de collaboration journalistique, Fournier obtient de tenir le courrier littéraire au quotidien Paris Journal. Il commence le 9 mai. Il s'agit d'un travail alimentaire et qu'il ne considère pas, dit-il, comme quelque chose d'écrit par lui. Ce travail ingrat, pourtant, lui demande beaucoup de démarches et de veille.
L'autre soir, sur la demande de Chichet, je suis allé, malgré ma fatigue, à la séance des Lamartiniens à la Sorbonne. Rédaction du papier à Paris Journal jusqu'à 1h du matin. À 1h, le secrétaire de la rédaction me demande une coupure. Pendant que je la fais, il descend à l'imprimerie, rue du Croissant. Dans l'immense baraque pleine de machines et de gens affairés, je le cherche, sans espoir. On imprime là 5 journaux différents. Je découvre enfin Chichet et de Beaumont, qui me répondent « Mais monsieur, on nous a déjà donné 3 papiers là-dessus. Et puis les agences nous ont envoyé le discours in extenso. » Retour. 2 heures. Il pleut sur mon Panama. Larmes refoulées. C'est durant cette période difficile qu'il rencontre à Paris Jeanne Bruno, une petite modiste originaire de Bourges. C'est le début d'une liaison tumultueuse de 2 ans, 2 années traversées de brouille et de réconciliation. Jeanne Bruno deviendra le personnage de Valentine dans Le Grand Maulne. Samedi 13 février. J'ai rencontré cette jeune fille qui m'avait renseigné au mois de juin, qui attendait comme moi devant la maison fermée. Je lui ai parlé. Elle s'est retournée tout d'un coup, et me regardant bien en face, elle m'a dit d'une voix très brève « Vous m'amusez beaucoup. Vous me rappelez un jeune homme qui me faisait la cour autrefois à Bourges. Il était même mon fiancé. Il y a en elle je ne sais quoi de pauvre et de puéril. Il y a dans son regard je ne sais quel air souffrant et hasardeux qui m'attire. » Pourtant, dans une lettre à sa sœur, quelques mois plus tard, Henri confiera. Je pensais avoir trouvé un amour et une femme. Elle était très belle, extraordinairement intelligente. Elle avait presque toutes les meilleures qualités, sauf la pureté. C'est pourquoi je l'ai tant fait souffrir. Au terme d'une rupture définitive, son poignant, son douloureux souci de rédemption lui fait une dernière fois écrire à la jeune femme. Pauvre tête perdue que j'ai tant aimée. Plus tard, lorsque nous nous serons oubliés et détestés, lorsque tous deux nous serons morts depuis longtemps, est-ce que je ne pourrais pas, une seconde, rien qu'une seconde encore, te tenir entre mes mains mortes, dans l'obscurité, pour te demander pardon? Pardon de ne pas t'avoir sauvé. Fournier, malgré tout, poursuit la rédaction de son livre. Il annonce même à son ami René Bichet et à sa sœur, quelques jours plus tard, qu'il a enfin trouvé son chemin de Damas et qu'il se met à écrire son livre. Simplement, directement, comme une de mes lettres, par petits paragraphes serrés et voluptueux. Une histoire assez simple qui pourrait être la mienne. Ses collaborations à Paris Journal et à la toute jeune Nouvelle Revue Française lui font rencontrer 2 écrivains qui vont influer de façon décisive sur la rédaction du Grand Maulne. Début août 1910, Fournier fait la connaissance de Marguerite Audoux, romancière couturière, berrichonne comme lui et auteure de Marie-Claire, qui obtiendra la même année le prix Femina Vie Heureuse. Tel est l'art de Marguerite Audoux. Sur la route, 2 paysans parlent en marchant. Leurs gestes sont rares et jamais ils ne disent un mot de trop. Parfois, au contraire, la parole que l'on attendait n'est pas dite. Et c'est à la faveur d'un silence imprévu, plein d'émotions, que l'âme parle et se révèle. Le 28 septembre de cette année 1910, de la chapelle d'Angilon, il écrit sa première lettre à Charles Péguy. Cher monsieur, je veux employer ma dernière heure de vacances à vous dire simplement combien j'aime vos livres. Au milieu des petites perplexités dont nous vivons, comme le dit quelque part Jacques Copeau, il nous faut de ces vigoureuses poussées. Que vous parliez de Wagram, de 1870, de l'affaire Dreyfus ou de Simon de Cyrène, vous nous avez toujours saisis, remués, réveillés de cette façon.
Je vous dois de belles heures d'énergie et de travail. Je vous prie de croire, cher monsieur, à ma très respectueuse amitié. Henri-Alain Fournier. Une grande amitié naît alors entre les deux écrivains qui se confient mutuellement leurs travaux et leurs peines. Je sens Fournier séduit par ce génie paysan. C'est Peggy qui l'aidera à saisir son rêve par les ailes pour l'obliger à cette terre et le faire circuler captif parmi nous. Non seulement par ses écrits, mais par toute son attitude, il le fortifiait dans la croyance que les rêves se promènent. Il lui permit de croire que tout ce qu'il imaginait avait lieu, au sens fort de l'expression. Je me disais un jour, je serai le nocturne passeur des pauvres âmes, des pauvres vies. Je les passerai sur le rivage de mon pays, où toutes choses sont vues dans leur secrète beauté. En décembre 1911, la mort de Géraud Richard, le directeur de Paris Journal, disperse l'équipe de rédacteurs qu'il avait constituée. À nouveau, Fournier traverse une période de difficulté. Peggy est liée d'amitié à Claude Casimir Perier. Le fils de l'ancien président de la République recherche un secrétaire afin de mener à bien un travail sur le port de Brest. Peggy lui recommande Fournier. Casimir Perier, qui demeure quai de Billy sur les bords de Seine, est marié à Pauline Binda, célèbre comédienne, connue au théâtre sous le nom de Madame Simone. Simone a 35 ans, Henri 26. Sans oser se l'avouer, très vite, ils ressentent l'un pour l'autre une réelle attirance. C'est le début d'une longue année apparemment immobile. Il avait sans doute rêvé d'une autre situation, mais celle-ci lui laisse tout loisir d'achever enfin le Grand Maulne. C'est ce qu'il confirme à Jacques et Isabelle, qu'il retrouve à la chapelle d'Angilon l'été suivant. Henri est d'autant plus libre qu'à l'automne, Claude Casimir Perier accompagne sa femme en Amérique, où elle effectuera une tournée théâtrale de plusieurs semaines. Le Grand Maulne terminé, Fournier commence la rédaction d'un second roman resté inachevé, intitulé Colombe Blanchet, dont l'action se situe dans une petite ville de province qui n'est pas sans rappeler Mirande. Mirande, où précisément il doit effectuer en avril 1913 une nouvelle période militaire. Là, il apprend qu'Yvonne de Quièvrecourt, Yvonne de Galais du Grand Maulne, la jeune fille du Cours-la-Reine, réside à Rochefort. Sa période militaire achevée, Henri s'y arrête, revoit la jeune femme et lui donne à lire une lettre écrite un an auparavant et jamais envoyée. Il y a plus de 7 ans que je vous ai perdu. Il y a plus de 7 ans que vous m'avez quitté sur le pont des Invalides, un dimanche matin de Pentecôte. Et de notre longue conversation, de notre unique conversation, pensez-vous que j'ai pu oublier un seul mot? Pourquoi disiez-vous toujours à quoi bon, de cet air si triste et si désespéré? Fin mai 1913, à l'issue d'une représentation houleuse du Sacre du Printemps de Stravinsky au Théâtre des Champs-Élysées, Henri quitte Jacques Rivière sur le trottoir de l'avenue Montaigne et rejoint Simone au Bouffe parisien, où depuis 2 mois, elle interprète avec succès le rôle principal de la pièce d'Henri Bernstein, Le Secret. Il se propose de la raccompagner. Parvenue quai de Billy, elle l'invite à partager le souper qui l'attend chaque soir après le spectacle. Du balcon dominant les jardins du Trocadéro, ils regardent ensemble se lever l'aube. Simone télégraphie le lendemain à Henri. « Mon ami, grâce à vous, j'ai connu la sainte beauté du jour qui se lève. Mais pourquoi êtes-vous parti à l'aube ?» Une semaine plus tard, Henri lui confie enfin. « Sachez que je vous aime, belle jeune femme. Sachez que j'aime ce tendre regard posé sur moi.
Il est vrai que je me le suis longtemps caché à moi-même. La nuit du sacre, en rentrant, j'ai vu qu'une chose était finie dans ma vie et qu'une autre commençait. Une chose admirable, plus belle que tout, mais terrible et peut-être mortelle. Simone répond aussitôt. Mon amour, mon seul trésor, merci de tout cet immense bonheur que tu me donnes. Ta lettre est contre ma poitrine et c'est dans tes bras que je vais m'endormir. Simone, qui a lu le manuscrit du Grand Maulne et qui l'a immédiatement aimé, use de son influence auprès du monde de l'édition et des personnalités du prix Goncourt. Fournier laisse faire. Quelques mois plus tôt, alors que son roman va paraître dans les livraisons de juillet à novembre de la Nouvelle Revue Française, il avait confié à Jacques Rivière. Je ne demande ni prix ni argent, mais je voudrais que le Grand Maulne fût lu. Le 4 décembre, le livre, édité chez Émile Paul, est présenté au prix Goncourt. Le jury ne parvient pas à se départager et au 11e tour de scrutin, lui préfère Le Peuple de la mer de Marc Helder. La presse unanime désavoua le choix des Goncourt et fit un succès au Grand Maulne. Mais pour les deux amants, ce n'est plus tout à fait l'enchantement des fiançailles passionnées de l'été précédent. Simone, absorbée totalement par son métier, ne parvient pas à apaiser la jalousie d'Henri. Surtout, elle refuse de garder l'enfant qu'elle porte et que lui désire pourtant si passionnément. Période difficile. L'été 1914 approche et en juillet, Henri et Simone partent pour les Pyrénées, à Cambo, dans la propriété des Casimir Périer. C'est à Cambo, quelques semaines plus tard, qu'ils apprennent la déclaration de guerre. Le jeune lieutenant doit rejoindre son régiment d'affectation à Mirande, et Simone l'accompagne en voiture. C'est sur le quai de la gare d'Auch, où les parents Fournier sont venus les rejoindre, qu'ils se séparent. Ils ne se reverront plus. Le 24 août, Jacques Rivière est fait prisonnier. Le 5 septembre, Charles Péguy tombe à Villeroy. Le 22 septembre au matin, le lieutenant Fournier, engagé dans les combats de la Marne, part en reconnaissance à la tête de sa section. Pris en embuscade dans les bois de Saint-Rémy-la-Calonne, il est tué au combat. Je ne pense pas qu'il aimerait que j'embellisse indûment ces dernières transes. Lui, qui à propos de la catastrophe de Courrières, s'indignait de la façon dont les journaux déguisaient en héros les malheureux rescapés. Comme si on avait de beaux gestes lorsque la mort vous sépare du monde civilisé. Ou plutôt comme si tous les gestes, quels qu'ils soient, n'étaient pas beaux dans l'horreur et l'effroi de ce drame. Son corps, les corps de 20 de ses compagnons portés disparus, seront retrouvés dans une fosse commune, 77 ans plus tard. Ils ont été inhumés le 10 novembre 1992 dans le petit cimetière militaire de Saint-Rémy-la-Calonne, dans la Meuse.
Voilà, vous l'avez compris, la correspondance qu'ont entretenue Alain Fournier et Jacques Rivière est superbe et elle nous permet de comprendre ce qu'était la vie littéraire au début de ce siècle. Donc si vous souhaitez vous y reporter, eh bien 3615 Code France 3, vous y trouverez toutes les informations biographiques et bibliographiques. Quant à moi, je vous donne un nouveau rendez-vous, c'est mercredi prochain, avec un nouveau portrait, celui du merveilleux auteur américain Chester Himes. Merci.